Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre journal. Nous vibrerons au rythme du Grand Prix de Monaco historique. Cet événement nous permet un véritable voyage dans le temps, dans le monde de l'automobile. Nous irons à la rencontre d'un de ces passionnés de belle mécanique et recueillerons le point de vue de la directrice de la collection de voitures de Sas, le Prince de Monaco, Valérie Closier. Elle s'appelle Monoikos 1297, il s'agit d'une nouvelle marque qui vient de voir le jour en principauté, une marque verte qui mise sur le savoir-faire local. Cela ne vous a peut-être pas échappé, nous sommes aujourd'hui le vendredi 13, un jour de chance pour certains, maudit pour d'autres, mais connaissez-vous l'origine de cette date mystique? Le psychologue Sébastien Garnereau nous éclairera à ce sujet. Puis à la fin de ce JT, nous reviendrons sur la pièce présentée actuellement au Théâtre des Muses, un Picasso de Jeffrey Hatcher. Depuis aujourd'hui, le port du masque n'est plus obligatoire en intérieur à Monaco, une décision bien accueillie par les personnes que nous avons pu rencontrer ce matin, même si la prudence reste de mise. Écoutez-les, elles sont au micro de Vanessa Dessy. Il faut voir où il en est le virus. On ne sait pas où il en est. C'est un choix, mais après moi, ça me dérange pas de le porter encore un peu. Mais après, ça libère les gens, quoi. Quand il y a du monde, je le mets. Voilà, s'il y a du monde, je le mets. Je pense. Après, ça dépend de chacun. Oh, quel miracle! Oui, ça, je suis la première à l'enlever. Hein. J'ai des problèmes de santé et le masque m'embête un peu. On travaille sans muselière, parce qu'on était un peu muselé par rapport à nos clients. Il n'y avait plus de contact, il n'y avait plus de sourire, il n'y avait plus rien pour nous. Moi, j'en pense qu'on l'enlève trop rapidement. À l'extérieur, même quand on devait le porter, je ne le portais pas. Mais à l'intérieur, dans un endroit confiné, j'estime qu'on peut encore le porter. C'est ce que je fais. Et puis chacun doit le faire par rapport à lui, par rapport à sa santé. Enfin, c'est important. Lorsque je me trouve à l'intérieur, je le mets. Dans les ascenseurs, je le mets. Dans les transports en commun, je le mets. Et puis pour l'extérieur, non. Mais dès que je suis dans un endroit confiné, je le mets. Et rappelons que le port du masque reste obligatoire dans les établissements de santé, les maisons de retraite, ainsi que les transports publics et les taxis. L'autre actualité, c'est le Grand Prix de Monaco historique. Les essais libres ont eu lieu aujourd'hui. Parmi les participants, on compte bien évidemment des fidèles de l'événement. Vanessa Dessy est allée à la rencontre d'un concurrent qui s'apprête à vivre l'aventure sur une auto de 1946. Regardez. Il est le spécialiste de la BD chez Arcurial, la célèbre maison de vente aux enchères. Tombé dans la marmite du sport auto dès son plus jeune âge, Éric Leroy participe à de nombreux grands prix historiques, dont celui de Monaco. Finalement, je m'aperçois que dans ma famille, on a toujours été passionnés déjà, des 24 heures du Mans notamment. Et puis, il y a beaucoup de passerelles entre la BD et l'automobile. Finalement, on est des grands enfants, voilà. Donc la passerelle est là. L'objectif d'abord, c'est de ne pas abîmer l'auto et pas de se blesser et de profiter vraiment, qu'il fasse beau et c'est pur plaisir. Voilà. En 1948, Maurice Trintignant décroche au volant de cette Gordini une 4e place lors du Grand Prix de Monaco. 74 ans plus tard, la toute première monoplace de l'histoire du constructeur tricolore arpente toujours les rues de la Principauté. Éric Leroy insuffle alors un vent bleu-blanc-rouge sur les paddocks monégasques à très forte consonance britannique. C'est un petit moteur 4 cylindres. L'avantage de cette voiture sur circuit, c'est qu'elle est maniable, petite et elle se faufile un peu partout au sein des virages. Alors c'est sûr qu'elle est pénalisée par son petit moteur face à des Lotus ou des Cooper, mais voilà, c'est une voiture, je dirais, passionnante et pour passionnés. Heureux d'affronter une nouvelle fois l'impitoyable tracé monégasque, Éric Leroy se revendique comme un ambassadeur du drapeau bleu-blanc-rouge. Et demain, nous recevrons un autre grand passionné collectionneur qui, lui, pilote une monoplace de 1972 de chez Ferrari, Franco Miners. Le Grand Prix historique met donc des Formule 1 qui ont écrit les grandes pages de cette épreuve mythique. On peut également en apercevoir à la collection de voitures de Sas, le Prince de Monaco. Bonsoir Valérie Closier. Bonsoir Émilie. Ce Grand Prix historique est un véritable voyage dans le temps. J'imagine que cela vous parle avec toutes les belles mécaniques que vous exposez. Oui, exactement. On est en pleine effervescence de ce week-end qui commence pour le Grand Prix historique de Monaco. Alors nous, à la collection, effectivement, nous avons quelques belles voitures
historique et même plus récente, puisqu'on a bien la F1 de Charles Leclerc qui est en exposition à la collection et qui est un peu la tête d'affiche du moment. Ouais, certaines d'entre elles ont fait les grands prix ici à Monaco. Hein. Oui, certaines d'entre elles. On a même donc une Ferrari, la 640 de Nigel Mansell et Gerhard Berger, qui date de 1989. On a même une Benetton de 1991 qui a été pilotée par Nelson Piquet et Michael Schumacher. Ce qui n'est pas rien. Qu'est-ce qu'il évoque pour vous, ce Grand Prix historique, Valérie ? C'est le mythe, c'est l'ADN un peu de Monaco, hein, le sport mécanique. Ce sont des voitures qui nous font voyager dans le temps, qui étaient quand même magnifiques. On peut revoir des voitures incroyables, surtout au début des Grands Prix, quand ils avaient un petit casque de rien du tout et qui sortaient pratiquement par les portières dans des Bugatti ou des Gordini encore. Je trouve que c'est un voyage dans le temps extraordinaire. Ouais, ce qui est incroyable aussi, c'est de pouvoir constater l'évolution des monoplaces, notamment dans le design et l'aérodynamisme aussi. Hein. C'est ça, oui, elles ont évolué de façon spectaculaire, en sécurité aussi. Parce que comme je vous disais, avant la sécurité, il n'y avait rien. Là aujourd'hui, vous les voyez avec les arceaux, avec les halos. C'est magnifique l'évolution, mais c'est vrai qu'on garde un peu la nostalgie de ces anciennes voitures parce que vraiment elles étaient, je sais pas, il y a un petit goût de merveilleux, de glamour, ouais, oui. Et ça demande aussi beaucoup d'entretien. Vous-même aussi, vous entretenez tous les véhicules qui sont exposés à la collection de Sass le Prince de Monaco. Hein. Alors effectivement, elles sont entretenues. Nous avons des mécaniciens, nous des personnes qui prennent soin des mécaniques et des carrosseries. Alors les F1, elles ne démarrent pas, mais les autres voitures, c'est vrai qu'on essaye de les entretenir pour qu'elles puissent rouler, et notamment bientôt, parce qu'on va devoir les faire rouler. Et oui, c'est tout l'objet de ma prochaine question, Valérie Closier. En 2022, vous amorcez un nouveau virage, puisque la collection de voitures de Sass le Prince de Monaco va investir un nouvel espace sur le port Hercule. À quoi vont ressembler les lieux, Valérie ? On va déménager, on va se retrouver à côté de la piscine, donc sur le circuit le tracé du circuit de Formule 1. Alors la collection de voitures sera un peu plus petite, sur 2 étages, mais elle sera très très scénographiée par rapport à la collection actuelle, c'est-à-dire que nous aurons des diffusions de films et de vidéos des voitures qui seront exposées, donc de la famille princière, aussi bien que des voitures élégantes qui ont en fait été dans des concours d'élégance à l'époque. Ainsi que des voitures de rallye et de F1. Comment va s'organiser le déménagement? Parce que ça ne va pas être de tout repos, j'imagine. Hein. Alors non, nous commençons le déménagement à partir du mois de juin pour une ouverture au public au mois de juillet. Alors certaines des voitures qui ne pourront pas rouler par la route seront remorquées sur des remorques et les autres, certaines peuvent rouler, donc on les fera partir de l'ancienne collection à la nouvelle par la route. Ouais, ça va être un beau spectacle. Combien de voitures la collection du Prince représente? Alors actuellement on en a à peu près 100, mais les 100 ne pourront pas rentrer, donc on en aura à peu près 70. On le précise, Valérie Closier, ce n'est pas un musée, hein, mais bel et bien une collection personnelle de voitures anciennes, initiée par le Prince Régnier. Hein. Oui. Le Prince Régnier III, il tenait, c'est sa propre collection de voitures privées qu'il met à la disposition des visiteurs pour les admirer. C'est bien la collection privée de son Altesse Sérénissime, le Prince de Monaco. Et maintenant du Prince Albert II. Exactement. Et la dernière arrivée est donc la monoplace de Charles Leclerc, la Ferrari, la numéro 16. C'est la Ferrari, la SF 90 de 2019, avec laquelle il avait gagné Spa et Monza en 2019. Mais nous avons une belle surprise qui attend les visiteurs au mois de juillet dans la nouvelle collection. J'en dis pas plus, mais vous verrez, il y a de belles arrivées aussi. On a hâte de découvrir tout cela. Merci infiniment Valérie Closier d'avoir été notre invitée ce soir. Avec plaisir, Émilie. Bonne soirée. Et en raison de ce futur déménagement, sachez que la collection de voitures de Sass, le Prince de Monaco, sera fermée au public à partir du 30 mai. Notez également que le Grand Prix Monaco historique sera à suivre en direct sur notre antenne dès demain, samedi à partir de 8h10 et dimanche à 7h50. Frédéric Elion et Franck Phillips vous accompagneront aux commentaires dès 14h20 dimanche. Le reste de l'actualité, c'est avec vous, Julia Vial. Bonsoir Julia. Le gouvernement princier a réagi hier au préavis de manifestation déposé par le syndicat des taxis niçois.
Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. Le président du syndicat des taxis de Nice a annoncé effectivement cette semaine sur son compte Twitter qu'il allait déposer un préavis de manifestation du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai. Le but est de perturber le bon déroulement du Grand Prix de Monaco et ramener le gouvernement princier sur la table des négociations. En cause, le quota de vignettes accordé aux taxis français qui est jugé trop restreint. Le gouvernement princier a tenu à réagir dans la foulée en prenant acte des déclarations du comité Côte d'Azur VTC et de la Fédération française des taxis de Provence. La principauté les invite à privilégier la voie de la concertation et du dialogue. En effet, le gouvernement est en discussion permanente, Émilie, pour trouver un équilibre entre les attentes des professionnels français et la préservation des intérêts légitimes des professionnels de la principauté. Ces discussions ont d'ailleurs conduit le gouvernement à faire des propositions concrètes qui paraissent répondre aux intérêts de tous. Du football à présent, Julia, et l'AS Monaco qui a dévoilé aujourd'hui sa nouvelle tenue domicile pour la saison 2022-2023. Pour cette 4e saison consécutive, Kappa et le club monégasque ont travaillé en étroite collaboration afin de concevoir un maillot alliant l'ADN de Rise, Risk, Repeat, la marque de l'AS Monaco, l'élégance de la principauté, mais aussi, Émilie, l'identité du club. Fidèle au design imaginé par la princesse Grace, le maillot intègre avec goût l'emblématique diagonale rouge et blanche, symbole du club depuis plus de 60 ans. Le partenaire principal, eToro, est de nouveau présent sur la face avant, tout en respectant le code couleur de la tunique. Cette toute nouvelle tenue sera d'ailleurs portée par les joueurs en avant-première lors du match contre Brest ce samedi. Oui, un match capital comme celui de samedi prochain face à Lens. Le stade Louis II se transformera d'ailleurs pour l'occasion en cinéma à ciel ouvert, Julia. Il s'agira, Émilie, d'une expérience inédite. Elle est proposée aux supporters rouges et blancs qui souhaitent soutenir à distance les hommes de Philippe Clément pour la DER de la saison face au RC Lens. Depuis la tribune pesage, ils pourront suivre la rencontre en direct. Elle sera diffusée sur un écran géant installé sur la piste d'athlétisme avec en toile de fond évidemment les arches de Louis II. Ouverture des portes dès 20 h, des animations sont prévues avant le coup d'envoi à la mi-temps et aussi à la fin de la rencontre. Et peu avant cela, le 17 mai, le stade Louis II accueillera les finales du Challenge Prince Régnier 3. À 18 h, Émilie, débutera la finale du 27e trophée Ville de Monaco, opposant Mi-Monaco SAM à la Sûreté Publique. S'en suivra à 20 h la finale du 44e Challenge Prince Régnier 3, opposant les Carabiniers du Prince à Vinci Construction Monaco. Plusieurs personnalités seront évidemment présentes lors de ce bel événement, dont le Prince Albert II. L'entrée est gratuite. Vous vous êtes peut-être demandé une fois quel souvenir de qualité de Monaco je peux offrir à mes proches. Eh bien, c'est pour combler ce manque que la nouvelle marque monégasque Monoikos 1297 vient de voir le jour. Elle propose des articles qui racontent l'histoire de la principauté, son patrimoine et les événements qui l'ont propulsée sur la scène internationale. Alexandra Pagny et Alexandra Marangoni vous font découvrir cette toute jeune maison. Des matières premières de qualité, des objets d'artisanat, la toute nouvelle marque Monoikos 1297 souhaite proposer des articles engagés et responsables aux couleurs de la principauté. La jeune marque monégasque est née d'un constat simple de ses deux créatrices. Lorsque je rentrais à Paris et que je voulais faire des cadeaux à des amis, en fait, j'étais très ennuyée parce que je ne savais pas quoi rapporter. La volonté, c'était vraiment de créer une marque qui mette en valeur la principauté et d'expliquer aux gens que Monaco, c'était pas seulement le Grand Prix. Le Grand Prix de Monaco qui est tout de même, actualité oblige, au cœur d'une collection en édition limitée proposée justement pour le lancement de la marque, aux côtés de la collection permanente qui met en valeur les quartiers de la principauté. On y découvre des bougies, des étoiles, un immense drap de plage ou encore ce foulard, petit format renommé le malicieux. Les malicieux sont les Twilly, que nous avons renommés malicieux, vous savez à cause de qui? Donc à cause de... pour François la Malicia et parce qu'on peut le nouer de 1001 manières. Donc c'est un instrument, c'est un accessoire malicieux à avoir dans son sac. On avait comme volonté d'avoir deux lignes directrices. La première, c'était l'éco-responsabilité, que tous nos produits soient le plus respectueux de l'environnement, de l'humain et des animaux. Et la deuxième, c'est que ça soit inscrit dans le patrimoine monégasque, autant au niveau de l'histoire que des événements sportifs, caritatifs, et évidemment luxueux. Donc on a commencé à faire du sourcing, à trouver des artisans et on voulait que ça soit local.
Et on a trouvé dans un périmètre de moins de 250 km de Monaco des artisans fabuleux. Un packaging réalisé à Monaco, le verre des bougies soufflées à Savone, le nez qui a imaginé ces senteurs, tout comme la cire, viennent de Grasse. Des produits à découvrir jusqu'au 30 mai au pop-up store installé au cœur du Métropole Shopping Center, mais également chez Segretti, Como, à la Société des Bains de Mer, mais aussi sur le site internet de la marque. Alors, vous laisserez-vous séduire par les senteurs de ces cadeaux Made in Monaco. Cela ne vous a pas échappé, nous sommes aujourd'hui le vendredi 13, une journée souvent associée à la chance ou la malchance, c'est selon les croyances. Mais quelle est l'histoire de ce vendredi 13 ? Pourquoi y porte-t-on une attention particulière ? C'est ce que nous allons essayer de comprendre ce soir avec notre invité, le psychologue Sébastien Garnereau. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi le vendredi 13 est une date qui nous interpelle ? D'où vient l'origine d'une telle superstition ? Alors, on peut tout d'abord noter que le vendredi et le 13 sont très fortement chargés d'un point de vue symbolique. Alors, à la fois dans les religions monothéistes, mais aussi le chiffre 13 dans les traditions païennes, polythéistes. Alors, ça vient essentiellement, déjà le vendredi, c'est la préparation du Shabbat pour les Juifs, le jour saint pour les musulmans, le jour de pénitence et vendredi saint pour les chrétiens. Et l'une des origines les plus probables, c'est que ça serait en lien, le vendredi 13 notamment, avec l'association entre la mort du Christ et le vendredi, suite au dernier repas de la scène entre Jésus et les apôtres. Et le 13e étant Judas, d'ailleurs. Donc on le retrouve aussi ce vendredi, notamment au niveau d'Adam et Ève, par exemple, dans la tentation du diable, dans le déluge de l'arche de Noé aussi, qui est aussi un vendredi. Et le chapitre 13 de l'Apocalypse qui annonce la venue de la bête. C'est ce qui a amené aussi, je dirais, cette valence négative à un moment donné du vendredi, mais qui n'a pas toujours été négative d'ailleurs. Oui, c'est un jour maudit pour certains, un jour de chance pour d'autres. Pourquoi on l'associe différemment selon ses croyances ? Parce qu'à contrario, dans d'autres sphères, par exemple en Égypte, on associe le 13, par exemple, à la prospérité. En Chine également aussi, être sûr de vivre. Et puis ensuite, il y a une transmutation qui s'est faite où, d'un point de vue psychologique, on va dire, et mathématique, par exemple, on fait moins multiplié par moins, eh bien, ça associe plus. Et donc, au départ, c'était quelque chose de négatif et c'est devenu quelque chose de positif pour certains. Et d'un point de vue psychologique, il y a un phénomène, on le voit par exemple dans les TOC, par exemple obsessionnels, où la crainte de la maladie eh bien, va être amenée ensuite par l'obsession de la propreté, vous voyez, un renversement finalement en son contraire. Donc c'est un mécanisme qu'on voit fréquemment en psychologie, notamment dans les phénomènes de superstition et croyance aussi. Et quid des non-superstitieux ? Qu'est-ce qui fait que eux, rien ne les atteint ? Alors, en général, ils font partie de ceux qu'on appelle les sceptiques, et qui sont dubitatifs par rapport à ça, qui sont souvent dans un discours autour de la science. Je dirais que rien ne pourrait atteindre dans cette maladie, alors du doute. Et puis, c'est un peu cette fameuse boutade qui a été rendue célèbre, c'est « je ne suis pas superstitieux parce que ça peut porter malheur ». Vous voyez, et je du bois d'ailleurs. Est-ce qu'ailleurs dans le monde, Sébastien, il y a le vendredi 13 qui a aussi une symbolique forte ou pas du tout ? Ou peut-être les autres pays ont une autre date, eux ? Alors oui, ça va dépendre des régions. Il y en a pour certains c'est le 3, d'autres c'est le 4. On voit quand même dans nos contrées, notamment occidentales, par exemple, il y a rarement un 13e étage. On l'a vu par exemple pendant la période de Covid, et d'ailleurs les périodes comme ça de doute un peu amènent des superstitions plus importantes. Par exemple, en Allemagne, ça avait été relaté, eh bien, il y avait 12 guichets et on passait au 14e. On n'avait pas le 13e guichet pour aller se faire vacciner. Vous voyez, il y a des superstitions comme ça qui viennent et qui sont un peu partout, comme ça. Les superstitions sont nombreuses, elles peuvent envahir notre quotidien, ne pas passer sous une échelle, ne pas croiser la route d'un chat noir, ne pas briser un miroir également. Est-ce qu'on peut se défaire de ces superstitions, de ces croyances ? Oui, on peut s'en défaire, mais elles sont souvent un pont entre, je dirais, des phénomènes imaginaires, irréels, et ce qu'on appelle des formes de corrélation illusoire. C'est-à-dire qu'on va créer des corrélations illusoires entre, eh bien, je me suis levé du pied gauche, tiens, il m'est arrivé quelque chose. Vous voyez, en plus, le pied gauche, par exemple, était associé, ou la partie gauche, au mal. Donc, on va faire tout un tas de corrélations, alors souvent déjà pour se rassurer. C'est-à-dire qu'en fait,
on part de certaines superstitions comme un rituel un peu contraphobique en psychologie, où on prend quelque chose qui va être comme une amulette ou même un petit rituel ou un petit objet qui va nous permettre de passer une étape. Hein. Et à l'inverse, quand ça devient trop prégnant, là, on peut être dans des formes de TOC, par exemple, ou de phobie spécifique. Il y a des noms, un nom un peu barbare pour le vendredi 13, d'une phobie spécifique. Et là, quand ça devient trop important, là, il faut consulter. Parce que si ça nous envahit et si ça nous empêche de vivre notre vie du quotidien, ça devient compliqué. Sébastien Garnero, vous y croyez au vendredi 13 ? Un jour de malchance, jour de chance pour vous ? Alors, pas particulièrement, même si ça peut m'arriver de jouer au loto, par exemple, mais pas particulièrement. Non. Eh bien, merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir pour nous éclairer à ce sujet sur les origines de ce fameux vendredi 13. Merci Sébastien Garnero. Merci beaucoup et bonne chance à vous. Oui, bonne chance à tous ceux qui ont joué au loto ce soir. On retrouve Julia Vielle pour un nouveau point sur l'actualité à Monaco. La saison est lancée, notamment du côté du complexe balnéaire du Larvoto. Les travaux de profilage se sont terminés en temps et en heure, Julia. En effet, Émilie, les travaux avaient débuté le 25 avril dernier et devaient se terminer ce 13 mai. Pari tenu, les usagers du Larvoto seront accueillis dans les meilleures conditions pour l'été. Le but de ces travaux de reprofilage était de réduire la pente de la plage qui s'était fortement accentuée durant l'hiver. Par mesure de sécurité, l'accès à la plage et à la baignade avait été réglementé pendant toute la durée des travaux. Ils sont désormais finis et vous pourrez profiter du bord de mer et des commerces du Larvoto comme il se doit. Le musée d'anthropologie préhistorique a concocté des animations inédites pour les petits. Elles se dérouleront le mercredi 18 mai. Pour les plus petits de 3 à 6 ans, les animations se dérouleront de 13h à 14h45 avec une visite privilégiée de la nouvelle exposition qui s'intitule « Si l'exposition m'était comptée » et aussi un jeu de devinettes. Il y aura également un atelier « Fabrique ton porte-bonheur ». Les enfants présents pourront ainsi créer des amulettes égyptiennes. Pour les plus grands de 7 à 10 ans, les ateliers seront de 15h à 16h45. Au programme, un grand jeu avec une enquête incroyable au cœur du musée. Les enfants pourront également fabriquer leur pyramide ou encore écrire leur prénom en hiéroglyphes. Pour réserver, vous pouvez appeler au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran ou tout simplement envoyer un mail à map@gouv.mc. Attention Émilie, les places sont limitées. Et enfin Julia, le jardin exotique de Monaco, distingué en Italie au salon Euroflora. L'exposition Euroflora à Gênes est le salon international des fleurs et des plantes ornementales. Parmi les nombreux participants figurait le jardin exotique de Monaco qui a fait son grand retour cette année. À cette occasion, 26 plantes étaient présentées et 8 prix ont été décernés, toutes catégories confondues, dont 7 premiers prix, Émilie. Pendant plus d'une semaine, les jardiniers du jardin exotique se sont affairés sur place afin de déballer les végétaux et composer un massif de 6 mètres de diamètre, dont la plus haute plante faisait environ 5 mètres. Merci Julien, on vous retrouve tout à l'heure pour les prévisions météo. Mais avant cela, intéressons-nous à la pièce présentée jusqu'à dimanche au Théâtre des Muses, un Picasso de Jeffrey Achter, mise en scène par Anne Bouvier avec Sylvia Roux et Jean-Pierre Bouvier, le reportage de Christine Datomel sur des images d'Olivier Bonello. On est en 1941 à Paris pendant l'occupation de la Seconde Guerre mondiale et Pablo Picasso doit authentifier 3 de ses œuvres car Hitler s'est mis en tête d'organiser une exposition d'art dégénéré sur l'art juif. Un jeu du chat et de la souris va se mettre alors en place entre l'artiste peintre et une femme officier nazi venue l'interroger. Dans cette fiction, écrite quand même par Jeffrey Achter, qui est quand même le scénariste de la série Colombo, ce qui n'est pas rien, qui est le scénariste aussi de Casanova, dans cette fiction, il est mentionné que Picasso est arrêté par un groupe de SS qui l'amène dans une espèce de cave. Cette cave, d'ailleurs, a existé puisque c'était les sous-sols de l'hôtel particulier de l'ambassade d'Allemagne à Paris. Et actuellement, ce sont les sous-sols du musée d'Orsay. C'est une écriture de Jeffrey Achter dont on n'a pas l'habitude en France. C'est-à-dire que non seulement vous avez le théâtre avec les répliques et les acteurs qui palpitent, c'est l'art vivant, mais en même temps avec une qualité d'écriture dont on n'a pas l'habitude, nous. Et du coup, jouer cette nazie en apparence,
mais avec plein de couches, de secrets. Il y a plein de choses et voilà, sans tout dévoiler, disons que ça n'est pas simple, mais c'est très beau et c'est toute une histoire familiale, c'est toute une histoire de culture, d'éducation. C'est pour ça que c'est très intéressant aussi parce que c'est à la fois la corrida en sous-sol dans cette cave entre deux, mais c'est aussi en même temps une dimension pédagogique puisque elle veut savoir l'histoire de ces 3 autoportraits. Elle le pousse à savoir pourquoi il a peint Guernica. En tant que peintre révolutionnaire, de l'abstrait, le génie qu'il était, il a en face de lui le symbole du pire. Croit-il au début? Après, il se rendra compte que c'est pas ça. Mais en tout cas, en tant qu'énorme séducteur qu'il était, évidemment, avec cette espèce de symbole du taureau qui était en lui, il va tout faire pour la séduire et peut-être la tuer quelque part. Peut-être. Des dialogues mordants, incisifs, drôles, un face-à-face passionnant, un Picasso, une pièce qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde et qui se jouera demain soir à 20h30 au Théâtre des Muses, ainsi que dimanche à 16h30. Ce journal est à présent terminé. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil sur les prévisions météo. Quelle est la tendance pour le début du week-end, Julia ? Eh bien pour cette nouvelle journée de Grand Prix historique, les visiteurs ne brûleront pas sous le soleil puisque des nuages sont attendus sur la principauté au cours de la journée. Les températures seront-elles très agréables et comprises entre 22 et 16 degrés. La Méditerranée sera elle aux alentours de 18 degrés. Profitez bien donc de ce week-end. Pour finir, Émilie, demain nous fêterons les Mathias. Des nuages peut-être, mais pas de pluie pour le Grand Prix historique qui se poursuit ce week-end, événement que vous pourrez suivre en direct sur notre antenne. Notre photographe Michael Alési vous emmène au plus près de ces bolides d'exception pour un voyage dans le temps. À demain, même lieu, même heure, pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Excellente soirée à tous.